Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Comparaison internationale et politique urbaine. Ce chapitre s'ordonne autour d'une interrogation majeure. Selon quelles conditions et avec quels effets la politique urbaine occidentale connaît-elle un processus de transformation depuis l'achèvement de la période de croissance continue de l'après-guerre, soit depuis la fin des années 70 ? Par politique urbaine, on entend l'ensemble des institutions, normes et pratiques politiques de type pluraliste et concurrentiel existant à l'échelle de la ville occidentale. Mais raisonner en termes de politique et de démocratie urbaine ne va pas encore aujourd'hui nécessairement de soi, dans un pays comme la France où l'autonomie du local a longtemps été niée ou incomprise, entraînant jusqu'à une date somme toute récente le délaissement des objets locaux et régionaux par la plupart des politologues. Afin de dissiper tout malentendu, le concept de démocratie n'est pas entendu ici dans son acception plus ou moins utopique, celle d'un régime politique où l'ensemble des citoyens seraient en mesure de participer effectivement aux décisions collectives et de contrôler directement et en permanence les gouvernants. Cette vision idéaliste, se référant implicitement et de manière superficielle aux exemples suisses et nord-américains, imprègne de nombreuses analyses contemporaines dénonçant la distanciation croissante entre les citoyens et la classe politique. Loin de cette conception normative, nous nous intéressons dans une perspective comparable à celle de Robert Adall, 1971-1982, aux démocraties urbaines telles qu'elles existent et fonctionnent, certes imparfaitement, dans les pays occidentaux contemporains, caractérisées notamment par des élections libres et concurrentielles, le pluralisme des forces politiques et sociales et l'alternance gouvernementale. La science politique, la politique territoriale et la politique comparée apparaissent comme des disciplines carrefour, puisqu'elles empruntent aussi bien à l'étude des forces et comportements politiques qu'à l'analyse des organisations, des politiques publiques et à la sociologie électorale. Les comparatistes ou apprentis comparatistes sont parfois enclins à accumuler toujours plus de connaissances sur un nombre toujours plus important de cas, de cultures ou de systèmes politiques. Bienheureux, semble-t-il relativement, le chercheur qui parvient à demeurer attaché sa vie durant à un objet clairement délimité, une formation politique déterminée, un syndicat ou une ville moyenne. Il pourra en devenir le spécialiste incontesté, l'expert reconnu par tous, véritable propriétaire régnant sur son domaine. Avec plus ou moins de bonheur, on tentera d'éviter ces deux principaux écueils que sont d'une part la tentation d'un universalisme débordant, aboutissant soit à gommer les différences, soit à les énumérer à l'infini, et d'autre part l'hyperspécialisation. Depuis nos premières recherches du début des années 80 jusqu'à présent, la ligne directrice de nos interrogations a porté sur les processus complexes de décentralisation des sociétés occidentales entraînant une reconfiguration des systèmes politiques territoriaux. Même si elle fut interprétée comme une ratification de transformations déjà à l'œuvre depuis de nombreuses années, la grande affaire du premier septennat de François Mitterrand a profondément modifié les règles du jeu politico-administratif en France. Sans que cela apparaisse toujours explicitement, la référence au chantier français de réforme mené depuis 1982 se trouve en permanence au cœur des différentes recherches que nous avons conduites. Mais c'est en puisant dans les réflexions et analyses d'auteurs britanniques, allemands, scandinaves, italiens ou américains, et en vivant et travaillant dans les villes allemandes et nord-américaines que notre compréhension des conditions et limites de la spécificité de la politique urbaine française a pu se développer. Encore aujourd'hui, malgré les contributions fondamentales de quelques grands noms tels que Steinrock-Hahn, la compréhension des phénomènes politiques urbains attire généralement peu l'attention des comparatistes, si l'on en juge par exemple par l'importance fort limitée qui lui est accordée dans les manuels contemporains de politique comparée. Tout semble se passer comme si l'intérêt des comparatistes s'était progressivement restreint à la scène nationale, à de trop rares exceptions près, telles que Baldersheim et Wollmann 2006, Bobbio 2002, Denters et Rose ou Le Gallès 2003, alors que les pionniers de la science politique, notamment aux États-Unis où cette discipline entretenait des liens étroits avec le monde de l'administration, initièrent tout un courant de recherche comparative sur les institutions urbaines. Nous avons tenté de renouer avec cette tradition insuffisamment entretenue d'analyse comparative approfondie des démocraties territoriales,
en poursuivant et en privilégiant 3 stratégies de recherche. L'étude d'un seul système politique, la comparaison entre plusieurs systèmes politiques, la comparaison binaire, l'approche monographique ou la comparaison implicite. L'analyse d'un seul système politique peut légitimement être considérée comme l'une des voies les plus fructueuses d'approfondissement de la comparaison en sciences politiques. Plusieurs raisons incitent à recourir régulièrement à cette méthode. D'une part, à la différence de certains marchés élargis de la science politique tels que celui des États-Unis, caractérisé par une couverture quasi universelle des aires culturelles, la communauté des politologues français demeure majoritairement préoccupée par des thèmes de recherche et des problématiques assez étroitement hexagonaux. Les spécialistes des grands pays européens demeurent extrêmement peu nombreux et ne disposent généralement pas, faute d'une dimension organisationnelle suffisante, de structure ou d'incitation collective, à l'image des initiatives qui ont essaimé au Royaume-Uni au cours des dernières années sous forme de centres d'études européennes ou de revues spécifiques. Malgré la proximité historique, géographique, économique et politique l'unissant à la France, la naissance d'une nouvelle structure étatique et sociale consécutive à l'unification récente et la centralité de son rôle dans l'ensemble européen, l'Allemagne et son système politique demeurent trop largement méconnus dans leurs éléments fondamentaux, leur complexité et leur transformation. Aux quelques experts qui succèdent à Alfred Grosser, comme René Lasserre, Anne-Marie Le Gloanec ou Henri Ménudier, ne viennent toujours pas s'agréger une relève suffisamment substantielle de jeunes spécialistes. Le souci d'accumuler des connaissances sur un système politique étranger, tout en cherchant à éviter de se cantonner au rôle d'un chroniqueur enregistrant patiemment et systématiquement la succession des différents événements le modifiant, constitue une condition indispensable de tout travail rigoureux de comparaison, tant les lacunes dans le domaine de la simple description des structures peuvent s'avérer pénalisantes. Comme le souligne sans embâche Jean Blondel, 1994 page 34, il nous faut, en utilisant une autre analogie, déterminer la composition des roches qui forment le paysage politique de chaque pays et noter les changements que le temps apporte à ce paysage. Les problèmes que pose la comparaison découlaient, et continuent de découler, directement de notre ignorance. On ne voit pas comment on peut parler de comparaison entre institutions ou entre groupes que l'on connaît très mal. Au-delà de cette recherche descriptive de la morphologie politique territoriale d'un pays étranger, la sélection du cas allemand reflète une stratégie de comparaison a priori axée sur des Most Discirilar Systems. Autant en effet la France et la République fédérale d'Allemagne partagent à l'échelon national de nombreux traits communs dans leur structure politique contemporaine. Concentration du pouvoir exécutif, relative centralisation des forces économiques et sociales, effritement des loyautés partisanes traditionnelles et émergence depuis les années 80 de nouvelles formations, autant ces deux systèmes politiques divergent substantiellement quant à leur structuration politique territoriale. Parmi les grands pays européens, l'Allemagne connaît le degré le plus élevé de décentralisation pour 2 raisons principalement. Son système politico-administratif est fondé sur le fédéralisme, tandis que ses collectivités territoriales, communes et crèses, sont dotées d'une forte légitimité et d'une efficience remarquable dans la fourniture des services collectifs. Depuis près d'un demi-siècle, le système fédéral a réussi à affronter et à surmonter des défis considérables, dont l'un des plus décisifs demeure l'intégration des nouveaux Länder orientaux. Si le fédéralisme allemand n'est pas le modèle que l'on part souvent un peu trop facilement de toutes les vertus, Hoffmann-Martineau 1984a, sa cote élevée à l'exportation, si l'on en juge par l'influence qu'il a jouée dans les processus de construction institutionnelle de nouvelles démocraties en voie de fédéralisation telles que l'Espagne des années 70, repose sur sa capacité à concilier, malgré tout, une certaine autonomie de ses composantes territoriales avec action homogénéisatrice des autorités fédérales. Quant à la renommée internationale du gouvernement urbain allemand, elle remonte à plus d'un siècle. De la fin du XIXe siècle à la montée du nazisme, la démocratie urbaine allemande passait pour l'une des plus équilibrées, efficientes et scientifiquement organisées des pays occidentaux. Elle fascina de nombreuses délégations d'observateurs étrangers, représentant notamment les réformateurs des grandes villes des États-Unis, regroupés au sein de la National Municipal League.
Les réformateurs américains estimaient, comme l'avait formulé James Bryce en 1888, que le gouvernement des villes constituait l'un des échecs patents des États-Unis, et que la supériorité allemande tenait à la coexistence de trois facteurs: le développement et l'entretien de réseaux d'équipements, fer de lance du Municipalsozialismus, eau, gaz, réseaux souterrains, par et sous le contrôle direct des services municipaux, la professionnalisation des bureaucraties grâce à la sélection et au recrutement des experts, dont les exécutifs, les maires, et enfin le niveau élevé d'autonomie politique, administrative et technique des villes par rapport aux administrations étatiques. À la veille de la prise du pouvoir par les nazis, le politologue américain de Bryn Mawr, Roger Hughes Wells, 1932, résume dans son ouvrage de référence les conceptions manichéennes qui prévalaient au début du siècle tant parmi les universitaires que chez les praticiens de la gestion publique urbaine. Aux États-Unis, city government, although nominally democratic, was frequently inefficient, corrupt, boss-ridden, and harassed by state legislative interference. In Germany, on the other hand, where the growth of urban population had likewise been extremely rapid, city government was efficient, honest, free from demagogic boss, and possessed of a considerable amount of local autonomy. Même si ce modèle allemand donna lieu à des réévaluations plus critiques entraînées par le déclin du réformisme institutionnel que par l'engagement des États-Unis dans la Première Guerre mondiale, les qualités fondamentales et exemplaires reconnues à la figure centrale du maire allemand, son apolitisme et son niveau élevé de qualification, inspirèrent directement l'introduction du système du manager dans le gouvernement d'un nombre croissant de villes américaines. Les voyageurs français visitant l'Allemagne au début du XXe siècle partagèrent généralement un même enthousiasme, voire une véritable fascination pour la planification et l'administration des villes allemandes, perçues comme radicalement novatrices. Ce qui étonna sans doute le plus, ce fut la capacité des organisations municipales à répondre aux défis de tous ordres résultant d'une croissance urbaine beaucoup plus rapide qu'en France. Certes, la vigueur du municipalisme allemand s'expliquait par la conservation d'une structure territoriale longtemps extrêmement fragmentée et hétérogène, et par le tardif développement d'un État moderne centralisé. Mais elle reposait aussi sur la régénération et la dynamisation du rôle attribué aux communes à partir du début du XIXe siècle, essentiellement grâce à la conception tout à fait originale de la Kommunal Selbstverwaltung développée par le baron Womstein, le turgo-prussien. Cette approche radicalement novatrice, qui trace la voie d'un réveil démocratique de la Prusse après sa défaite par les armées napoléoniennes, revient en fait à combiner et à tenter de synthétiser deux traditions existantes. Elle emprunte au modèle français concurrent ses principes révolutionnaires d'uniformité de la législation, de citoyenneté, accordée à l'ensemble des habitants ayant une propriété, une profession ou une entreprise, et d'élection par circonscription, et non plus par corporation. Mais, en même temps, elle y incorpore fortement des éléments de la tradition germanique tels que, au sein des autorités locales, la position prééminente par rapport à l'assemblée d'un organe exécutif collégial, le magistrat, mais surtout l'importante liberté d'action reconnue aux autorités locales sur lesquelles ne s'exerce qu'une tutelle étatique relativement limitée. C'est à partir de ce socle sténien, exprimé dans l'ordonnance prussienne du 19 novembre 1808, que s'opère la modernisation des différentes institutions territoriales allemandes et que se différencient les interprétations et courants théoriques. On trouvera ainsi d'un côté un pôle hegelien incarné par Rudolf von Gney puis Ernst Forsthoff et Carl Schmitt, partisans d'un renforcement de la place centrale de l'État déléguant, en tant que garant de l'unité nationale, une partie de son autorité aux unités locales de la société, et d'un autre côté la mouvance de la Genossenschaftstheorie, représentée par Otto Gierke et Hugo Preuss, niant toute hiérarchie ou différence essentielle entre la commune et l'État, et soulignant le caractère non pas simplement administratif mais proprement politique des institutions locales. La Kommunal Selbstverwaltung conçue comme le pivot de la réconciliation entre État et société, permettant de favoriser la participation des citoyens aux affaires publiques s'est diffusée tout au long du siècle dernier dans les différents États allemands, constituant l'un des vecteurs les plus puissants d'affirmation du libéralisme politique. Mais elle fut également exportée dans plusieurs pays d'Europe du Nord, ainsi que sur d'autres continents,
notamment en Asie, à partir du Japon où un élève de R. von Gne, Albert Moss, fut chargé pendant 5 ans, 1886 à 1891, par le gouvernement de Tokyo de mettre au point les nouvelles institutions locales en s'inspirant des principes du baron Wurmstein et de l'organisation prussienne, mais dans un sens beaucoup moins libéral. Cette greffe institutionnelle fut ultérieurement introduite en Corée, à Taïwan et en Chine, voir Wicquar 1970. La victoire des Alliés sur le nazisme en 1945 marque en quelque sorte la refondation du gouvernement local allemand. Dès avant l'établissement du régime totalitaire en 1933 et l'entrée en vigueur de la Gemeindeordnung de 1935, la dérive bureaucratique des systèmes politiques locaux n'avait cessé de s'accentuer à travers la concentration croissante du pouvoir d'initiative et de réalisation entre les mains de maires et de leurs adjoints issus généralement des administrations étatiques. Dans une présentation comparative de 4 systèmes de gouvernement local, un auteur britannique souligne en 1921 le poids toujours déterminant de la composante bureaucratique en Prusse. Dans les villes, on rencontre quelque esprit civique et les affaires municipales sont admirablement administrées, ainsi d'ailleurs que toutes les affaires publiques en général, mais le fait subsiste que l'initiative vient des fonctionnaires. Ashley 1920, page 262. En schématisant peut-être à l'excès, on serait tenté d'affirmer que le gouvernement local de la République fédérale construit sur les ruines du nazisme maintient la composante d'efficience tout en approfondissant la dimension démocratique, déjà présente avant les années noires, mais insuffisamment ancrée. Dès lors, la modernité du nouveau système tranche de plus en plus avec l'immobilisme et le monolithisme du paysage institutionnel français. Le fédéralisme autorise toute une gamme de dispositifs d'aménagement des pouvoirs, pouvant être regroupés en 4 grands types de constitutions municipales. Selon des processus variables conditionnés par la nature de l'influence des puissances d'occupation américaines, britanniques et françaises, la prééminence antérieure des exécutifs locaux est rééquilibrée au profit des forces politiques organisées. Le Parteienstaat favorise le développement de la Parteienstu, des assemblées et des citoyens par l'introduction, notamment en zone américaine, de plusieurs instruments de démocratie directe ou semi-directe. Politiquement délicate, voire explosive par nature, la problématique classique en sciences politiques de la relation entre taille organisationnelle et démocratie, Dahl et Tufte 1973, Denters 2002, Rose 2002, est abordée de front et provisoirement réglée dans les années 1960 à 1970 avec la mise en œuvre de L'. Ambitieuse réforme territoriale et fonctionnelle qui aboutit à la réduction par 3 du nombre des collectivités territoriales, Hoffmann-Martineau 1984b. Dans le contexte moins propice à des restructurations massives des années 90, la fusion entre Berlin et le Brandebourg est cependant refusée par les citoyens, tandis que le regroupement communal est à nouveau envisagé à l'est d'un pays qui compte désormais le plus grand nombre de collectivités territoriales en Europe après la France. Le cas allemand ne peut sans doute pas être assimilé à une sorte d'étalon or de la démocratie territoriale occidentale. Il n'échappe pas en effet à un certain nombre de phénomènes révélant la fragilité des systèmes pluralistes contemporains. Perte de confiance dans les institutions, montée de l'abstentionnisme, développement des pratiques de corruption, etc. Cependant, alors qu'en France de nombreuses voix continuent à réclamer au moins quelques pas dans la voie de ce que l'on qualifie de modernisation de la vie politique, la logistique démocratique de son voisin allemand donne à réfléchir. De l'autre côté du Rhin, un citoyen aurait grand-peine à seulement imaginer qu'un maire de grande ville, trop occupé à collectionner d'autres mandats et responsabilités, ne consacre qu'un week-end par semaine à l'accomplissement de son mandat et il puisse en outre allègrement continuer à se faire réélire étant déjà au moins septuagénaire. Il serait également surpris de ne pas avoir à sa disposition des moyens d'influence directe et réelle sur les processus décisionnels tels qu'initiatives populaires et référendums. Les analyses comparatives internationales. Les recherches comparatives portant sur plusieurs systèmes politiques permettent d'apprécier et de mesurer les effets de variables contextuelles sur les structures de la politique urbaine dans les pays industrialisés. Le comparatiste des dynamiques territoriales s'intéresse certes aux variations internationales, mais pas exclusivement. La dimension nationale ne vient en effet que s'ajouter à un ensemble de variables intranationales,
qu'il intègre dans ses analyses. L'apport de certaines études comparatives centrées sur un seul pays peut d'ailleurs s'avérer beaucoup plus déterminant, tant sur le plan théorique qu'empirique, que celui de nombre de recherches internationales. Les analyses comparatives internationales des politiques urbaines demeurent trop rares, malgré la constitution principalement depuis les années 70 de groupes de recherche au sein des associations nationales et internationales de sciences politiques ou de réseaux plus informels de spécialistes de ces questions, voir Hoffman-Martineau 2006. On peut distinguer dans la production existante plusieurs profils d'études comparatives. Le genre dominant reste la collection plus ou moins intégrée et harmonisée de monographies nationales organisées autour d'un objet commun de recherche. On a vite fait de déconsidérer ces travaux, en les accusant d'illustrer un comparatisme de substitution. De telles entreprises semblent au contraire indispensables à la connaissance fine et approfondie d'une pluralité de systèmes politiques plus ou moins analogues ou contrastés, pour reprendre la catégorisation de Mattei Dogan et Dominique Pelassi, 1981. Néanmoins, pour fondamentale qu'elle soit, cette démarche doit être dépassée car elle ne permet que trop imparfaitement d'établir des passerelles de compréhension des phénomènes globaux que l'on cherche à déchiffrer et à interpréter. Une deuxième perspective apparaît sans conteste intellectuellement plus stimulante, mais aussi plus exigeante tant d'un point de vue conceptuel que méthodologique. Elle consiste à proposer et à développer un cadre général d'analyse comparative apte à rendre intelligible la diversité des cas pris en considération. C.F. Denters et Mosberger 2006. Le schéma désormais classique d'interprétation de la structuration et de l'évolution des systèmes de partis proposé par Seymour, M. Lipset et S. Roccan, 1967, en termes de clivage offre l'un des exemples les plus remarquables de ce type de réflexion et de construction. L'une des rares tentatives globales d'analyse comparative des systèmes territoriaux a été élaborée par Lawrence J. Sharp, 1970. Il s'agit d'une typologie de grands modèles plus ou moins idéal typiques de gouvernement local et urbain, fondée sur la variation de l'importance reconnue à trois valeurs fondamentales selon la culture politico-administrative nationale considérée. La comparaison internationale du niveau d'autonomie locale ou territoriale consiste en effet à déterminer dans chaque pays le type de combinaison associant les valeurs de liberté, la marge d'action des acteurs locaux par rapport aux autorités étatiques, de participation, l'influence exercée localement par les citoyens et d'efficience, le rendement institutionnel des gouvernements territoriaux. Dans la mesure où ces valeurs doivent être considérées comme des variables continues puisque leur contenu ne cesse de varier dans l'espace et dans le temps, le nombre de leurs combinaisons possibles est infini. Qui plus est, elles ne varient pas nécessairement dans la même direction. Un niveau élevé de liberté et d'efficience peut par exemple fort bien coexister avec une faible participation, situation de nombreux États allemands sous le Reich Wilhelmien, et l'on peut tout aussi bien se représenter des contextes caractérisés par une mobilisation citoyenne élevée, une structure nationale extrêmement centralisée dont les gouvernements locaux seraient peu efficients, l'Espagne des premières années du post-franquisme, ou bien les pays des Europe centrale et orientale au début de la transition démocratique. À partir de cette classification fondée sur les valeurs, J.S. et L.J. Sharp, 1991, ont dégagé trois modèles de gouvernement local et urbain en Occident. Alors que le modèle anglo-saxon reposerait essentiellement sur les valeurs de liberté et d'efficience, celui inspiré par la France privilégierait la représentation politique incarnée dans un territoire extrêmement fragmenté par les notables, tandis que le modèle nordique concilierait de la manière la plus équilibrée l'impératif démocratique et la recherche d'efficience. Bien que stimulante parce qu'offrant l'opportunité de penser globalement l'évolution historique et la structuration actuelle d'une grande variété de gouvernements urbains, cette typologie est construite sur des catégories à géométrie variable qui conduisent à des regroupements ou à des affiliations contestables. Malgré des origines communes, le gouvernement local américain s'est ainsi trop éloigné du modèle anglo-saxon originel pour pouvoir encore être aujourd'hui assimilé à l'une de ses variantes. Quant au modèle français, dont Luciano Vandelli, 1991, a clairement retracé les formes et modalités de ces divers greffons institutionnels en Europe,
sa matrice a été soumise à suffisamment de nouvelles définitions et de refontes dans les pays initialement importateurs pour que l'on puisse s'interroger sur la réalité actuelle de son héritage. Tout en étant relativement proche, la typologie alternative élaborée par Edward C. Page et Mike Goldsmith, 1987, et E.C. Page, 1991, oppose deux groupes de pays européens, ceux du Nord, y compris le Royaume-Uni, où prime l'efficience, le Big is Beautiful et une forte intégration des politiques du centre et des autorités urbaines, et les démocraties méridionales caractérisées davantage par un localisme politique que par un localisme légal favorisant une plus forte autonomie des intérêts locaux organisés. Par rapport à la différenciation de JJS et LJ Sharp, cette approche présente le grand mérite d'accorder une signification essentielle au processus historique de construction des États modernes, qui a également inspiré Richard Balme et al. 1994-1995. Elle se situe en ce sens dans le sillage des tentatives de S. Rokan, 1975-1987, d'établissement d'une cartographie conceptuelle. Mais au fond, le pionnier et celui qui reste le principal représentant de cette perspective historique et comparative globale des systèmes politico-administratifs territoriaux fut Otto Hintze. Ce maître de la méthode comparative a exposé ses thèses en 1924 devant l'Académie de Prusse avec la rigueur scientifique et l'érudition exceptionnelle qui le caractérisait. 1962. Selon lui, la constitution des États européens entre le Moyen Âge et le XIXe siècle a suivi deux voies distinctes selon la structure de la féodalité qu'ils ont ou non expérimentée. Dans les pays où la féodalité fut absente, faiblement ou tardivement présente, elle ne s'accompagnait pas d'une transmission héréditaire des bénéfices aboutissant à la fragmentation des biens. L'Angleterre, le Danemark, la Norvège, la Suède, la Pologne, la Hongrie, la Bohême, l'Italie du Sud et la Castille. Les anciens grands territoires ruraux se sont maintenus et ont donné naissance à des collectivités territoriales supracommunales, Kommunalverband tels que les counties anglais, les voïvodies polonaises ou les comitats hongrois, éclipsant en grande partie les unités de base, les municipalités. En revanche, les pays qui formaient l'ancien empire carolingien, la France, l'Allemagne à l'ouest de l'Elbe, l'Italie du Nord et du Centre, l'Aragon, ont connu entre le Xe et le XIIe siècle un scénario inverse. La logique des successions héréditaires inscrites dans le développement de la féodalité a entraîné un éclatement, une véritable pulvérisation des vastes entités territoriales traditionnelles, comtés, provinces, et un redécoupage complet opéré par les autorités seigneuriales et monarchiques basées sur de petites collectivités. La sociologie historique de Hintze constitue par conséquent une voie essentielle pour la compréhension du clivage contemporain entre pays du Nord, voire aussi du Centre, et du Sud de l'Europe, notamment lorsque l'on considère la variation de leur niveau de fragmentation territoriale. Elle livre un certain nombre d'indices déterminants sur les causes de la prévalence actuelle d'une démocratie de proximité en Allemagne et en France, ou bien de l'attachement à un système hautement consolidé d'unité territoriale de gouvernement dans les pays nordiques et en Grande-Bretagne. Tout en ne rejetant pas, bien au contraire, l'apport des deux précédentes options qui nourrissent de façon déterminante la réflexion comparatiste, la formule de l'intégration limitée d'une part, la perspective globale et macroscopique d'autre part, il est également possible de privilégier une troisième voie, consistant à sélectionner et à approfondir l'analyse d'un objet d'. Investigation relativement circonscrit, supposé constituer un révélateur critique mais trop souvent négligé par les sciences sociales des transformations de la politique urbaine. Une première application de cette démarche peut ainsi porter sur une comparaison des bureaucraties urbaines dans plusieurs pays industrialisés. Paradoxalement, alors que leurs effectifs représentent une part déterminante, voire majoritaire, de ceux du secteur public, les agents territoriaux ainsi que leur influence individuelle ou organisée sur les processus décisionnels n'ont donné lieu qu'à un nombre tout à fait restreint de recherches en sciences politiques, en dehors de la riche tradition nord-américaine alimentée d'ailleurs non seulement par les politologues, mais aussi par les économistes. En revanche, en Europe, tout se passe comme si l'administration territoriale demeurait la chose des juristes et de rares spécialistes de sciences administratives. Dans ce contexte, quelques travaux comparatifs, prolongeant les recherches initiées par Richard Rose, 1985, apparaissent d'autant plus isolés,
Hofmann-Martineau 1989, 1991A, Balme et Hofmann-Martineau 1991, Appleton et Hofmann-Martina 1994. À quoi peut donc servir l'analyse de la physionomie et de l'évolution des ressources humaines du secteur public local? La simple exploitation prudente de statistiques nationales et internationales permet déjà d'établir des indicateurs comparatifs, certes relativement globaux, du niveau et de l'évolution de l'interventionnisme public d'une part, de centralisation, décentralisation d'autre part. Les limites d'un tel exercice sont connues, mais le repérage de quelques grandes tendances internationales suffirait à justifier son usage. La croissance en général considérable du secteur public local tant en termes absolus que relatifs de 1945 à la fin des années 70, suivi partout d'un mouvement de stabilisation voire de déflation, ou bien la persistance dans le temps de profils étatiques fortement différenciés selon le degré de décentralisation de l'emploi public, élevé aux États-Unis et en Scandinavie, intermédiaire au Royaume-Uni, toujours faible en France et au Japon. La deuxième piste d'opportunité de recherche consiste à élucider l'interface fascinante, tant sa configuration peut varier d'une culture politique à une autre, entre politique et administration. On ne peut que souscrire au constat qu'aujourd'hui encore il manque une analyse théorique du rapport des fonctionnaires territoriaux à la politique et aux élus, qui se démarquerait de celle élaborée pour les fonctionnaires d'État. Darcy 1992, page 111. Le fonctionnaire ou l'agent public territorial est tout sauf une figure neutre, exécutant mécaniquement sine ira et studio les décisions des élus. Il est bien au contraire un acteur politique, doté d'attitudes et de comportements spécifiques que la sociologie électorale a contribué à relativement bien identifier. Il se situe en France plutôt à gauche de l'échiquier politique, sans que l'on soit pour autant autorisé à l'identifier systématiquement au budget maximisé cher aux tenants du public choice. Lorsqu'il occupe une fonction de direction ou stratégique dans des processus décisionnels, il joue clairement un rôle politique. Selon la culture politique dominante, celui-ci sera ouvertement reconnu et légitime, ou au contraire dissimulé et escamoté. Au Bürgermeister, adjoint au maire d'une ville allemande, au fonctionnaire élu par le conseil municipal grâce à une double légitimité, celle de sa compétence et celle reposant sur son appartenance à un parti à qui le tour est venu de contrôler ce poste, s'oppose ainsi apparemment le secrétaire général d'une municipalité française officiellement apartisan bien qu'en réalité véritable doublure de son maire. Ce duo contrasté, qui fait écho au couple étatique préfet-Regierungspräsident, traduit une réalité commune à de nombreux pays occidentaux, mais rarement explicitement reconnue et encore moins défendue, celle du fonctionnaire politique, politischer Wahlbeamte, de ce frontalier de deux mondes dont l'interaction est permanente. Dans la tradition juridico-administrative imprégnée de l'idéologie de l'État impartial et partagée en France comme dans l'Allemagne précédant la démocratisation du secteur public, impulsée sous la République de Weimar, il existerait en effet une contradiction de fond entre la mission d'incarnation de l'intérêt général transcendant les revendications particularistes dont serait investi le fonctionnaire, et son appartenance à une formation politique. Et pourtant, le profil de ces fonctionnaires qualifiés d'hybrides par Joël de Haberbach et al. 1981 ne constitue pas un phénomène marginal. L'attention portée de manière privilégiée par les politologues aux leaders politiques dans l'analyse de la politique urbaine, et en particulier aux maires, les a trop souvent conduits à délaisser ces figures centrales et moins visibles que représentent les responsables administratifs, à quelques notables exceptions près comme Poul Moritzen et James S. Vara 2002. Ce constat s'applique non seulement à la scène européenne, mais également à la production dominante de la science politique américaine qui, à de rares exceptions près, n'a pas suffisamment reconnu l'importance du rôle des bureaucrates comme policiers entrepreneurs. La dimension politique des bureaucraties territoriales ne se limite pas à la strate des élites, et à l'ensemble de leurs actions et interactions. D'autres phénomènes nécessitent un approfondissement des rares études existantes. Les formes, mécanismes et logiques différenciées du clientélisme demeurent un champ quasiment inexploré dans plusieurs pays européens dont la France, malgré l'invitation à une mobilisation des chercheurs lancée voici déjà 20 ans par Jean-François Médard, 1976. Il en est de même des activités et de l'influence des street-level bureaucrates. Lipski 1980,
de ses fonctionnaires au contact direct des usagers dont l'influence sur la mise en œuvre concrète des politiques publiques et les programmes de fourniture des services est si déterminante. L'analyse des processus de définition et d'application des politiques du personnel doit enfin permettre d'identifier et d'expliquer la structure des enjeux et des conflits essentiels, ainsi que leur mode de résolution associant les employés organisés, les gouvernements territoriaux et les administrations étatiques, Appleton et Hoffman-Martineau 1994. Un autre objet de recherche classique mérite le regard croisé du comparatiste et de l'analyste urbain, le phénomène partisan municipal, qui inclut les organisations locales de partis politiques régionaux ou nationaux ainsi que les partis purement urbains, qui fleurissent surtout dans les États fédéraux. Notre tentative de comparaison du rôle et de la transformation des partis dans les villes de 8 pays industrialisés, Hoffman-Martineau 1996A, était ambitieuse, elle justifierait à elle seule la réalisation d'un programme international de recherche associant plusieurs équipes, et il resterait à approfondir plusieurs des questions théoriques et de méthode Q'. Elle soulève, notamment celle-ci, comment le cadre institutionnel, la culture politique nationale et les normes spécifiquement locales interagissent pour conditionner la structuration et la variation de systèmes locaux de partis. Elle permet néanmoins de mettre en lumière un certain nombre de facteurs tendant à freiner l'influence partisane sur la politique urbaine. La structure fédérale, la concentration mayorale du pouvoir, l'effectivité de la participation directe des citoyens, l'idéologie managériale de l'intérêt général ou du good government. En s'attachant en même temps à intégrer les différenciations intranationales, cette perspective transnationale désigne les convergences et les similitudes traduisant les formes diverses de phénomènes universels tels que la permanence locale des organisations clientélistes, le renouvellement des formations non ou idéologiques, des Honorationsparteien ou partis de notables traditionnels aux groupes de citoyens anti-partis, ou la différenciation des clivages structurant les systèmes locaux de partis résultant de la diffusion de l'issue politique. Comme cela a déjà été souligné, le comparatiste ne doit pas nécessairement franchir les frontières d'un pays pour approfondir la compréhension de la variation des cultures et des systèmes politiques. Le va-et-vient entre la démarche internationale et l'approche comparative intranationale apparaît bien comme une source naturelle d'enrichissement de la connaissance et de l'interprétation scientifique. En témoigne d'ailleurs l'expérience de grands noms de la politique comparée qui ont toujours entretenu ce jardin privilégié de l'analyse comparative interne, à l'échelle de l'aire métropolitaine pour Daniel J. Lazare, du département pour M. Dogan, ou de la région pour S. Rocan. Si l'on ne compte plus les multiples monographies locales qui y ont vu le jour surtout depuis la mise en œuvre des réformes de décentralisation, les programmes de recherche comparative demeurent malheureusement en France toujours l'exception. Une première orientation consiste, à partir d'une problématique générale, à tester un ensemble d'hypothèses sur un échantillon d'unités soumises à des études de cas approfondies. À l'initiative d'Albert Mabilot et de Claude Sorbet, 1989, la recherche menée par le CERVL dans les années 1980 sur le changement politique dans les villes moyennes en constitue une des rares illustrations européennes. L'intérêt majeur d'une telle approche repose sur l'ampleur et la finesse du stock d'informations rigoureusement collectées, d'une richesse d'ailleurs telle qu'il offre ultérieurement l'opportunité de mener à bien toute une gamme de projets de recherche spécifiques. La deuxième perspective méthodologique est l'analyse comparative quantitative, dont la performance statistique est d'autant plus élevée que l'on considère non pas quelques cas nationaux, mais un grand nombre d'unités, subnationales, von Bem 1988 page 57. Son usage demande au moins autant d'énergie, d'efforts de rigueur et d'inventivité que la précédente. Dans plusieurs pays européens, dont la France, les travaux quantitatifs continuent à susciter un accueil plus ou moins poli et un intérêt limité chez la majorité des politologues, autant de réactions faiblement argumentées dissimulant souvent une absence de véritable formation à l'épistémologie et à la statistique. Outre l'exploitation de données d'opinion individuelles provenant de citoyens ou de leaders politico-administratifs, il semble indispensable de recourir à des données territorialement agrégées, afin de comparer les politiques territoriales plus systématiquement, à un niveau plus global, et sur une plus longue période que ne le permet un ensemble d'études de cas, même relativement élargies.
Grâce à une banque de données constituée à partir de la fin des années 80 et contenant plusieurs centaines de variables socio-démographiques, budgétaires et politiques, provenant principalement de l'INSEE, du CIDSP de Grenoble et de la Caisse des dépôts et consignations, sur l'ensemble des quelques 400 villes métropolitaines de plus de 20 000 habitants, nous avons ainsi mené en particulier 2 types de recherches comparatives. Dans un pays comme la France où le clivage gauche-droite a longtemps constitué une caractéristique supposée essentielle de la politique municipale, l'opposant à ce titre à la fois au mode consensualiste de la majorité des pays nordiques et germaniques, et à la quasi-absence d'une différenciation des programmes partisans dans les villes nord-américaines, la question d'Ostpolitics Matter avait rarement été posée, si ce n'est par quelques économies. Globalement jusqu'aux réformes de décentralisation, 2 thèses dominantes et complémentaires avaient sans doute contribué à ce que les politiques publiques municipales fussent à ce point négligées. Celle d'une forte dépendance des collectivités territoriales par rapport à l'État et à ses diverses agences, et celle de la prédominance de l'apolitisme local. Selon cette grille simplificatrice, la France ne connaissait pas comme d'autres pays occidentaux une politique locale authentique, mais seulement une administration locale. La tutelle toujours napoléonienne de l'État pesait tellement que la marge d'autonomie des communes ne pouvait qu'être résiduelle, et en tout cas insuffisante pour permettre la mise en œuvre de politiques réellement alternatives, c'est-à-dire répondant notamment à des choix idéologiques sensiblement différents. Cette interprétation en termes de domination du centre sur la périphérie a favorisé la diffusion jusque dans les milieux scientifiques de la rhétorique traditionnelle de l'apolitisme, conçue et perfectionnée dans le temps comme discours symbolique d'intégration, au même titre que la communale Selbstverwaltung allemande ou la politique réformée des villes américaines. Or, en analysant l'influence de variables politiques sur des mesures de niveau et d'évolution des politiques budgétaires de l'ensemble des villes françaises de plus de 20 000 habitants, il a été possible d'établir par des analyses multivariées que la variable partisane revêtait bien une signification spécifique, dans la mesure en particulier où les municipalités à direction socialiste majoritaire présentaient un profil de dépenses plus interventionniste que les autres communes, Balme et Hoffmann-Martineau 1989. Ce vaste champ d'investigation des interactions entre orientations partisanes des gouvernements urbains et output de leur politique publique nécessite encore une intensification des recherches appliquées au cas français, qui manifeste un inquiétant déficit en comparaison du nombre et de la qualité des productions accumulées dans ce domaine par de petits pays européens comme la Norvège ou la Belgique. Le deuxième exemple d'approche comparative quantitative de la politique territoriale relève non plus de l'analyse des politiques publiques, mais de la sociologie électorale. On traite ici non plus des données mesurant l'activité des gouvernements territoriaux, mais des informations sur le comportement politique effectif de collectivités. Les mérites respectifs des données de sondage et des données agrégées sont suffisamment connus pour que l'on ne revienne pas sur les conditions dans lesquelles l'analyse des premières s'est progressivement et largement imposée à l'échelle internationale. Il n'en demeure pas moins que les échantillons nationaux d'individus qui alimentent chaque jour de nouveaux sondages et les professionnels qui en vivent souffrent dans la majorité des cas d'une non-prise en considération des environnements territoriaux. Il est certes important de connaître le portrait robot de l'électeur moyen du Front National en France, mais il demeure également indispensable de se pencher sur les mécanismes propres à des systèmes politiques spécifiques subnationaux qui conditionnent des variations considérables des scores enregistrés par cette formation selon les régions et les communes. Qu'elles prennent la forme de l'analyse écologique, Hoffmann-Martineau 1992, ou de l'analyse contextuelle, la contextualisation du vote et de ses facteurs représente l'une des voies les plus fructueuses de dépassement du niveau trop élevé d'abstraction et de généralité des modèles psychosociologiques dominants de la sociologie électorale contemporaine. L'approfondissement par la comparaison binaire. Si l'on ne tient désormais plus compte des comparaisons intranationales, une troisième stratégie de recherche est la comparaison binaire explicite de 2 systèmes politiques, que M. Dogan et Depelassi, 1981, page 128, distingue avec justesse de la comparaison implicite que pratiquent naturellement les spécialistes d'une aire géographique déterminée.
d'une certaine manière, la confrontation de la subjectivité de l'auteur avec la réalité étrangère Q'. Il étudie reconstitue une comparaison binaire implicite. La supériorité attendue de la performance de la comparaison binaire sur la précédente stratégie tient essentiellement à la possibilité de plus grand approfondissement des hypothèses de recherche en limitant à seulement 2 les contextes nationaux considérés. La comparaison multinationale gagne sans doute en ambition théorique et en globalité de perspective ce qu'elle perd en substance, en rigueur et en nuance. Intégrer plus de 2 pays dans une recherche ne se limitant pas à un simple panorama. Hoffman-Martineau 1988A, 1990A, suppose normalement l'association étroite de plusieurs spécialistes de ces différents systèmes travaillant en étroite symbiose. De telles entreprises s'avèrent encore rares en pratique, car très coûteuses en investissement humain et financier, et difficilement organisables. Il en résulte que, en sciences politiques en général et dans le domaine des politiques urbaines en particulier, les recherches comparatives les plus structurées et les plus cohérentes dans leur démarche apparaissent bien être le plus souvent de type binaire, Ashford 1982, Webman 1982, Woolman et Goldsmith 1992. L'analyse comparée de l'évolution de la décentralisation en France et en Norvège, Hoffman-Martineau et Kjellberg 1996, permet de révéler les diverses dimensions et contradictions de l'une des versions, encore plus décentralistes que ne le sont le Danemark ou la Suède, du modèle nordique de gouvernement local. Elle consiste aussi à mettre en perspective 2 systèmes apparemment fort dissemblables, que nombre de convergences sociopolitiques rapprochent cependant singulièrement dans le cadre d'un mouvement général de passage d'un mode autonome, par rapport au centre, à une structure intégrée de gouvernement territorial. On doit cependant reconnaître que, malgré la qualité des travaux individuels rassemblés, cette entreprise ne peut prétendre au statut d'une véritable réflexion comparative binaire dont l'homogénéité serait garantie par la construction rigoureuse d'une démarche analytique poursuivie en commun. Le renouvellement de la démocratie urbaine. Le début du XXIe siècle marque une rupture dans l'évolution des systèmes politiques urbains aussi fondamentale que la période de changement de l'après-Seconde Guerre mondiale. Sur fond de crise économique persistante, de mutation des valeurs et des comportements sociopolitiques, de distanciation croissante entre citoyens et représentants, les institutions existantes semblent avoir épuisé leur capacité d'adaptation aux enjeux sociétaux. De manière étonnamment convergente, le désir d'un renouvellement profond de la démocratie urbaine s'exprime sous différentes formes dans l'ensemble des pays occidentaux. En France par une pression plus ou moins organisée en faveur d'un dépassement du sacre des notables, résultant des réformes de décentralisation, par la généralisation outre-Rhin du modèle réputé plus démocratique et plus efficient du sud de l'Allemagne, par des mesures destinées en Italie à renforcer la légitimité de la classe politique locale, par une politique des autonomisation de l'action publique locale dans les pays scandinaves passant par l'expérimentation de la formule dite des communes libres, par des stratégies préconisant en Grande-Bretagne de faire sauter le couvercle de la centralisation thatchérienne, ou par la vague de propositions visant à réinventer le gouvernement local américain. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.